Beaucoup de gens peuvent être maîtres de jeu. Le seul truc qu'ils doivent tous avoir en commun, c'est d'être attentifs aux autres. C'est la seule chose. Je m'appelle Mélissa et ici on parle jeu de rôle. Mais surtout de ce que le JDR fait aux gens. De ce qu'il crée dans nos vies, des souvenirs qui restent longtemps après les sessions et de ce que ça raconte de nos imaginaires et de nos identités. À chaque épisode, je vous présente une joueuse, un joueur, un ou une MJ, une personne passionnée et on explore ensemble ses racines. Alors que vous soyez plutôt médiéval fantastique, vampire, space opéra, steampunk ou chaton tout mignon, installez-vous bien confortablement. Le feu crépite déjà et les histoires commencent. Bienvenue dans le feu des racines. Et aujourd'hui, pour parler JDR, j'accueille le narrateur du Journal des Mondes. Salut, Eh ben salut. comment tu vas ? Ça va très bien, je te remercie de m'accueillir. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, tu n'auras pas de prénom parce que c'est un peu un souhait que tu as de Tout à pouvoir fait. parler d'histoire, seulement d'histoire. Est-ce que tu veux en dire 2 mots ? Écoute, ouais, rapidement, effectivement, je me suis toujours présenté comme le narrateur du Journal des Mondes. C'est toujours un peu dur de le garder quand il faut parler de soi. Mais si je dis pas mon prénom, donc c'est bien qu'il y ait une raison. C'est que quand j'ai lancé le projet, donc il y avait toute l'identité du Journal des Mondes, comme quoi c'est un gros bouquin plein d'histoires, et moi je suis juste quelqu'un qui l'a trouvé et qui va transmettre ces histoires à des gens. Et c'est les gens qui font vivre ces histoires, c'est pas moi. Moi je les lis, je les raconte, voilà. Donc j'ai toujours voulu garder un peu cette idée-là, que mon identité, elle est pas importante, elle va aller au second plan, parce que je suis quelqu'un qui va laisser la place aux autres, et voilà, c'est pour mettre en avant l'histoire et pour mettre en avant les acteurs de l'histoire, quoi, voilà. Moi, je trouve la démarche hyper intéressante. Tu seras le narrateur pour aujourd'hui. Sans rentrer trop du coup dans ta vie perso, est-ce que tu as envie de Ouais. toucher 2 mots de ton métier ? Puisque juste avant, là, pendant qu'on préparait un petit peu, tu m'as dit que c'était quand même en lien avec ce que tu faisais dans ton podcast. Tout à fait. Quand j'ai lancé le podcast, ça venait aussi d'une envie de créer quelque chose en utilisant mes compétences techniques et ma passion dans la vie du JDR. Et moi, je suis monteur vidéo. Donc, je travaille pour un organisme de presse au quotidien, de la presse quotidienne, régionale. C'est un métier qui est très technique. Et donc, en utilisant mes compétences de monteur vidéo et de son aussi, puisqu'on fait du podcast, j'avais envie de créer quelque chose de plus créatif, et en fait, j'ai toujours eu besoin d'avoir des projets à moi, quoi, des choses comme ça. Et voilà, c'est né de cette envie-là et j'ai pas arrêté depuis, quoi. Avant que tu me parles de ton podcast, puisque ça va prendre quand même une place importante, j'aimerais revenir un petit peu en arrière et que tu me racontes, si tu as envie, comment a commencé ton histoire avec le JDR. Ouais, carrément. C'était comme, je pense, pas mal de personnes quand même pendant le confinement, parce que c'est un moment où, on est un peu avec soi-même et et on a envie de retrouver du lien avec ses amis et sa famille qui est plus loin. Et en fait, par hasard, je suis tombé sur, une vidéo sur YouTube, mais vraiment par hasard, puisque c'est pas des cercles dans lesquels j'évoluais du tout, le jeu de rôle, hein. Donc c'était une actrice que j'aimais bien, d'une série américaine, qui s'appelle Community d'ailleurs, si jamais, qui participait à un JDR, très court, 3-4 épisodes, dans l'univers Warhammer, qui est un univers que j'avais un petit peu approché. J'ai vraiment regardé par curiosité parce que je la connaissais elle, et en les regardant jouer, mais très très vite, je crois en 10-15 minutes, je me suis dit: «Je veux faire ça avec mes potes et je veux faire vivre ce genre d'aventure aux gens autour de moi, en fait». J'ai ce côté peut-être un peu bricoleur parfois, et du coup je me suis dit: «OK, j'ai plus ou moins compris comment fonctionnent les jets de dés». J'ai compris qu'ils avaient, une stat, une caractéristique, et qu'il fallait faire en dessous avec un dessin pour réussir. C'est tout. Et du coup, j'ai dit: «OK, j'ai besoin que de ça, en fait». Je suis allé prendre une fiche perso de l'univers Warhammer sur internet, parce qu'il y en avait en libre accès, pour essayer de comprendre un peu mieux. J'ai rien compris de plus parce que c'était trop fourni, trop riche, trop complexe. Forcément, c'est un vrai jeu de rôle, fallait, voilà, peut-être prendre le temps de lire des règles. J'avais pas envie de ça, moi je voulais un truc un peu spontané. Mais du coup, j'ai pris la fiche perso, je l'ai bricolée en fait. J'ai ouvert un doc, et j'ai pris les stats importantes qui me paraissaient logiques et utiles, et je les ai mises sur une feuille. Et puis j'ai appelé mes potes et je leur ai dit: «Écoute, voilà, j'ai un peu, écrit quelques lignes là sur une aventure que j'ai envie de vous faire vivre en jeu de rôle, est-ce que ça vous dit, quoi?» Ils étaient tous chauds et on s'est lancé, et du coup
J'ai commencé MJ sans aucune crédibilité ou compétence, quoi, avant ça. Et puis on n'a jamais arrêté. Et je suis toujours MJ sans aucune crédibilité ou compétence. Mais maintenant, ça fait quelques années. Et puis j'ai mon podcast. Et puis j'ai créé mon système de jeu, du coup, qui a évolué avec le temps, parce que j'en ai découvert plein d'autres. Mais au final, j'ai toujours joué qu'à mes JDR, en fait. C'est aussi pour ça, ça rejoint un petit peu mon projet du Journal des Mondes, parce que l'envie première, c'était vivre une aventure, c'était un peu de la narration, c'était surtout du roleplay, du partage, passer un bon moment avec mes amis, et le système de jeu un petit peu, sans dire qu'il est de côté, mais voilà, on avait juste besoin de savoir que le hasard allait décider pour nous, en fait. Voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, j'ai envie de te poser plein de questions en même temps, ce qui n'est pas possible, donc je vais essayer de hiérarchiser. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti, ce que ça a généré comme émotion quand tu as vu cette vidéo de cette actrice pendant le confinement? Il s'est passé quoi dans ta tête? J'avais l'impression de voir quelqu'un qui fait lire un bouquin à ses potes. Je sais pas trop comment l'expliquer, parce que lire un livre, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire quand j'étais enfant. Puis après, j'ai eu des ordinateurs et des trucs comme ça. Donc, comme je pense beaucoup d'enfants, je me suis détourné un petit peu de la lecture. Alors, pas complètement, mais voilà. Mais du coup, ça m'a ramené à ça, je pense. Déjà, à l'enfance, à l'imaginaire, et au feeling que j'avais quand je lisais des bouquins et que j'imaginais des choses. Mais là, j'avais l'impression qu'il y avait la possibilité de partager ce moment-là, que ça devienne plus juste un moment à moi-même, mais un moment que je partage en plus avec des gens que j'aime, que j'apprécie, et en plus, que le bouquin, on l'écrit ensemble. Je sais pas, j'ai l'impression que ça touchait plein de choses à la fois, que je trouvais génial. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce feeling-là que tous les joueurs avec qui j'ai partagé mes premières expériences, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, en fait. Je pense qu'on a tous vécu à peu près la même chose en se lançant. Ouais, une espèce de truc où ça s'éclaire à un moment donné et un truc qui n'existait pas 5 secondes avant se met à exister, quoi. Ah, mais complètement. Pour le coup, tu crées des vrais souvenirs, tu crées des vraies expériences, et pourtant, concrètement, physiquement, il n'y a rien. Et pourtant, tu as créé une histoire, tu as incarné des personnages, tu as vécu quelque chose, et en plus, tu l'as partagé avec tes amis, c'est doublement, triplement intéressant. D'ailleurs, j'ai initié pas mal de gens depuis. En plus, des gens que je connaissais plus ou moins, même des gens que je connaissais pas avant, qui sont venus exprès pour être initiés. Donc j'ai eu pas mal de retours à ce niveau-là, pas mal d'expériences à ce niveau-là aussi. Et ce qui est génial, c'est de voir que chez tout le monde, ce truc prend vie. À la fois quand tu leur racontes, mais aussi quand eux, ils commencent à dire « Ok, moi je vais faire ça ». C'est là où il y a l'étincelle, où il y a la flamme qui s'allume, quoi, j'ai envie de dire. Et j'ai des retours, du coup, depuis, d'anciens joueurs ou de potes que je connais bien, de gens qui ont vécu cette expérience. Ils me disent putain, tu te rappelles quand on a fait ça et tout, ah ça c'était vraiment super, machin. Eux, ils ont vraiment vécu une aventure, quoi. Ils sont pas juste allés lire un livre ou regarder un film. Ils ont été acteurs, quoi. Ouais, ça s'est vraiment passé pour eux. Une autre question qui me vient, c'est qui ces potes trop cool qui, quand tu les appelles pour dire les gars, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait, on va faire du jeu de rôle, disent allez, c'est bon, on y va. Je pense que déjà, il y a plusieurs choses. C'est que, premièrement, le moment tombait bien, puisqu'on était tous confinés. Donc ça aide. Après, c'est aussi des amis que, quand j'ai commencé, en tout cas, les tout premiers, c'est des amis que j'avais rencontrés autour de mes études, donc dans l'audiovisuel et le cinéma. Donc je pense que c'était quand même des gens tournés vers la vidéo, le cinéma, la lecture, l'art en général. Donc je pense que c'est des gens qui sont déjà assez intéressés par l'imaginaire et ce genre de trucs. Ouais, qui avaient déjà une forme de sensibilité et ça s'est matérialisé autrement que dans leur métier, etc. Mais il y avait la place pour ça, quoi. Ouais, carrément. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à contrario, ça, je pense que c'était plutôt mon analyse initiale, tu vois. C'est ce qu'on peut se dire quand même. C'est oui, c'est des gens créatifs, donc c'est plus facile. En fait, je pense pas qu'il y ait besoin d'être quelqu'un avec une fibre artistique, forcément. Alors, pour être maître de jeu, peut-être, bien que. Mais joueur, je pense pas, parce que du coup, j'ai initié pas mal de gens de vraiment tous univers. Comme je disais, des gens que je connaissais plus ou moins, des gens de tous âges. Et vraiment, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que il y a un effet où ça rend curieux. Ils ont envie d'essayer, les gens. Quand tu leur dis ouais, je peux te faire vivre une aventure dans un univers que t'aimes bien, puis c'est toi qui décides de tout, quoi. Je pense que ça fait envie, tu vois. Ça peut être vécu comme juste c'est une après-midi où on va jouer avec des potes, c'est une après-midi jeu de société ou ce que tu veux, c'est une activité. Mais il y a une dimension supérieure à ça qui va vraiment toucher tout le monde, je pense. Parce que qui que tu sois, il y a forcément un truc un peu de l'imaginaire que tu apprécies,
un univers, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, n'importe quoi. J'ai des amis qui sont pas trop tournés là-dedans, qui sont pas trop à fond dans les films, la lecture, les jeux vidéo, les machins comme ça. Mais par exemple, bah, ils étaient enfants, ils ont bien aimé les films Harry Potter. Et si je leur dis qu'ils peuvent vivre une année à Poudlard, en fait, dans un jeu de rôle, bah, ils vont être à fond, quoi. Ouais, ça va beaucoup jouer sur l'émotionnel, le souvenir, l'enfance, enfin, c'est super puissant. C'est vrai. Et avant de vraiment parler du Journal des mondes, c'est quoi justement, toi, les univers qui te parlent? T'es plutôt science-fiction, médiéval, antiquité, space opéra, c'est quoi qui te ressemble? Ouais, moi, je suis quelqu'un qui est un peu allergique à la science-fiction. Alors, pas totalement, mais de base, moi, gamin, j'ai été mis très jeune dans des trucs historiques, fantastiques. Et en fait, je suis toujours resté là-dedans. Donc, ça a commencé peut-être, tu vois, avec Le Seigneur des Anneaux, avec des bouquins sur le roi Arthur, les contes de la table ronde, les trucs comme ça. La littérature fantasy, jeunesse. Et je bouquinais beaucoup. Et du coup, je pense que je suis toujours resté là-dedans. Et au contraire, tout ce qui va être science-fiction, futuriste, steampunk, cyberpunk, machin, ça m'attire pas trop. Du coup, ce qui a un peu évolué maintenant, je pense que c'est que j'ai toujours ces racines plutôt fantastiques, médiéval fantasy, que j'aime ancrer dans du réel. Je pense que ça s'est un peu atténué avec le temps. J'aime beaucoup trouver cet équilibre entre bah, mon univers d'ailleurs actuel, c'est la magie est en train de disparaître. Il y avait des créatures magiques Mmh. avant. Aujourd'hui, vous êtes un peu des gens normaux, quoi. Et donc, vous allez essayer de vous démerder. Mais il y aura toujours un truc fantastique qui va venir mettre un twist, etc. Je tourne peut-être un peu en rond, hein, mais. Et après, avec l'âge, vers des trucs peut-être un peu plus sombres, dark fantasy, horreur à la Lovecraft, des choses comme ça que j'aime bien aussi. Bah, tourner en rond, c'est tellement varié que je crois qu'il y a largement suffisamment d'espace à parcourir pendant toute une vie sans se lasser. Puis comme tu dis, ça peut prendre différentes teintes en fonction de ton humeur, de l'âge qui avance dans la vie, des gens que tu rencontres. Donc c'est pas une honte de se cantonner à un genre en particulier qui est extrêmement riche. Non, non, clairement. Puis après, il y en a pour tout le monde, quoi. C'est vrai que parfois, je vois des gens qui disent: «Ah, je cherche un JDR dans tel contexte, mais surtout pas du medieval fantasy, j'en peux plus, il y a que ça, quoi». Et je peux comprendre, hein, c'est sûr que, bah, voilà, on a grandi, en tout cas depuis les années 90, voire 80, je dirais, hein. Il y a beaucoup de contenu un peu de partout, médiéval, fantastique, hein. Je me dis peut-être il y a des gens, ils sont un peu assommés de ça, ils ont envie de choses qui changent. Bah, moi, pas forcément. C'est tout. Et non, non, aucune honte, hein. Au contraire, je suis très content et j'ai envie d'explorer ça parce que c'est hyper varié. Il y a un film de ma jeunesse qui m'a grave marqué, je pense, qui est toujours un peu en trame de fond dans tout ce que je fais, c'est, The Dark Crystal. Bah oui, gros classique. Moi, à la même période ou peut-être un tout petit peu plus tard, c'était Willow Ah ouais, grave, qui me faisait voyager beaucoup. carrément. C'est vraiment les premiers films où je me suis dit: «Waouh, en fait, ça peut ressembler à ça, Mmh. quand on n'est pas dans le quotidien, dans la réalité, quoi». Ah, c'est ça, ouais. Willow, je l'avais en cassette aussi celui-là, je me rappelle. On expliquera dans un autre épisode ce que sont les cassettes Ouais, pour les plus jeunes, d'entre ouais, nous, ouais. mais ça sera une autre fois parce que là, j'ai vraiment envie que tu me parles du Journal des mondes. À quoi ça ressemble cet univers? Et puis on ira un petit peu plus dans le détail, savoir, qui joue avec toi et cetera, mais à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui se passe dans le Journal des mondes? Le Journal des mondes, à la base, dans son côté, narratif, c'est cet épais grimoire que j'aurais trouvé dans une bibliothèque qui m'a appelé, en fait et sur sa couverture, il y a un dessin qui change de forme et quand j'ouvre les pages, dans les pages du journal, il y a des débuts d'histoire, mais elles sont pas complètes et du coup, il m'a trouvé, il m'a choisi et ça va être à moi de finir les histoires en les faisant vivre à des gens. C'est un peu la description qu'on a trouvée, hein, avec les 2 personnes avec qui j'ai lancé le projet pour décrire notre podcast. Mais finalement, c'est carrément ça. C'est un podcast d'actual play dans des univers originaux, donc moi j'écris tout moi-même et surtout, il y a un énorme travail qui est fait en post-production après enregistrement pour habiller l'aventure avec, des musiques, des bruitages, des ambiances et l'idée c'est de faire ce lien entre, ben, l'actual play de JDR, le côté live, le côté, vivant du jeu de rôle, Mmh. l'ambiance autour de la table, des joueurs, des amis et de la fiction, fiction audio immersive. C'était vraiment ce principe-là. Je pense que c'est ça peut-être qui nous différencie aussi d'autres actual play, donc c'est vraiment une identité dans laquelle on s'est plongé à fond et c'est là aussi où on utilise un peu notre, background. Enfin, maintenant, je suis tout seul à gérer à la technique le projet, donc
là où j'utilise mon background de monteur vidéo et de monteur son pour essayer de faire un travail sonore le plus qualitatif possible et vraiment essayer de créer une expérience sonore en fait sur des parties de jeux de rôle complètement originales. Bah, ça s'entend. Moi, j'ai écouté quelques épisodes, du coup, quand on a pris contact. C'est riche, c'est soigné et ça renforce vraiment le côté immersif où finalement on est presque dans la pièce à vivre l'aventure, à l'entendre avec tes joueurs et tes joueuses. Il y a 3 personnes qui jouent autour de la table, si je me trompe C'est pas. ça. Est-ce que tu veux présenter un petit peu leurs personnages, ce qu'ils vont vivre, ce qui se passe pour eux? Carrément. On peut parler de ça, mais dans ce cas, il faut que je fasse un petit retour arrière quand même, je pense. Alors on rembobine, c'est parti. Quand j'ai lancé le Journal des Mondes, je savais que ça prendrait beaucoup de temps à faire ce projet, hein. Donc, on était parti avec d'autres personnes qui étaient monteuses vidéo, elles aussi, quand on a lancé, sur des one-shots, des aventures courtes. Donc, on a fait 4 saisons où on va avoir 3 à 5, 6 épisodes, je crois, maximum. À chaque fois, c'est un univers différent, un contexte différent. Alors, c'est toujours mon style de truc à moi, parce que c'est toujours moi qui écris et qui prépare. Mais à chaque fois, c'est vraiment un contexte différent et aussi des joueurs différents. Alors, ils ont plus ou moins tourné. Il y a des joueurs qui reviennent et puis il y a des joueurs qui étaient là que pour une saison parce que je voulais faire participer des gens que je connais autour de moi et qui étaient intéressés et surtout qui avaient très envie, quoi. Moi, c'est ça Mmh. que j'ai envie de partager, hein. C'est le plaisir, c'est l'envie, c'est la passion. Donc, j'ai fait venir que des gens en qui j'avais confiance absolue et qui, j'espère, mais de ce qu'ils m'ont dit, oui, ont vraiment pris du plaisir à participer. Et après, avec le temps, quand j'ai lancé le podcast, je savais quand même depuis le début que si un jour j'avais l'énergie, les moyens, je voulais créer mon univers à moi de A à Z et créer une longue aventure dans mon univers. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire là, actuellement dans notre dernière saison. Là, c'est une campagne, c'est la première vraie campagne qu'on fait en podcast parce que, voilà, moi, je passe environ 50 à 100 heures pour faire un épisode, de l'enregistrement C'est à... énormément de travail. C'est pas mal de taf, ouais. Moi, ça me prend beaucoup de temps, donc enfin, j'ai clairement 2 boulots, hein. On va pas se mentir. Du coup, voilà, il fallait quand même que, au moment où je lance une campagne, il fallait que je sois sûr de moi, sûr que le projet peut plaire, que ça me plaît à moi, et cetera. Là, je suis lancé, donc je vais je vais aller au bout. Mais depuis le début, de mes racines, comme on en a parlé, médiéval fantastique, je voulais faire cet univers-là. Et donc, je crois que j'ai commencé à bosser sur cet univers en 2023. Si je dis pas de bêtises, c'est quand on a lancé le Journal des Mondes. Janvier 2023, je crois. Et du coup, j'ai mis plusieurs années à le développer, à l'enrichir. Et j'ai pris des joueurs qui avaient tous déjà participé dans les saisons précédentes parce que je voulais une équipe qui soit dispo, qui soit sûre de vouloir se lancer dans cette longue aventure, d'aller au bout, et que j'avais déjà un petit peu testé, entre guillemets, hein, parce que voilà, je veux pas non plus que ça soit trop carré, trop technique non plus, c'est pas Mmh. le but, mais voilà, des gens dont j'étais sûr qu'ils avaient envie d'aller dans ce truc-là jusqu'au bout. Donc, je vais parler des joueurs en premier, parce que c'est eux qui sont importants quand même. J'ai 3 joueurs, Léo, Geoffrey et Catherine. Vraiment 3 amis, hein, et c'est des gens que j'ai rencontrés tous les 3 dans des contextes très différents dans mon parcours et qui ont en fait été intéressés par le projet à un moment ou à un autre et donc ils l'ont rejoint plus ou moins tôt. C'est rigolo parce que c'est pas forcément les gens que j'avais en tête pour faire un truc aussi long au bout du chemin du projet de ce podcast, mais c'est les gens qui sont là et du coup ça montre aussi que encore une fois, le jeu de rôle, ça intéresse et ça plaît à des gens auxquels tu t'y attends pas forcément, quoi. Donc j'ai ces 3 joueurs, hein, qui évoluent dans l'univers que j'ai développé pendant des années, donc qui s'appelle Léonia. C'est un monde dans lequel la magie existait avant. Il y avait des dieux, des créatures magiques, des races magiques, voilà, c'est de la fantaisie qui trouve ses racines dans des choses assez classiques, hein. Moi, je suis très influencé, comme je disais, par Tolkien, par Lovecraft, ce genre de choses. Et c'est là où je rejoins un peu ce que je disais, que j'aime les univers qui sont quand même plus ancrés dans des choses réelles. C'est que au moment où on joue l'aventure, il s'est passé un millier d'années, mais la magie est en train de disparaître. Les créatures magiques ont été chassées parce que l'humain a pris sa place, en fait. L'humain a eu besoin, pour survivre, étant le seul peuple qui ne maîtrise pas la magie, de se battre, de combattre les entités supérieures qui décidaient de leur destin, hein, les dieux qui influençaient le monde. Mmh. Il fallait se détacher de ça, et donc il y a une figure emblématique chez les humains qui s'est démarquée, qui a lancé le conflit et qui a
créer enfin un lieu de paix pour les humains, donc qui s'appelle Léon, et c'est pour ça que c'est devenu Léonia, ce monde. Et malheureusement, bah, comme tout bon méchant, hein, il est peut-être allé un peu trop loin, et ses idéaux ont commencé à se transformer, et il est devenu ce qu'il a pourchassé, en fait, finalement, dans sa vie. On arrive à un moment où les peuples magiques ont été complètement génocidés, et il ne reste qu'une elfe dans ce monde, et la magie vacille, et cette elfe, ça lui tombe un peu dessus parce qu'elle est jeune, elle connaît rien à la vie parce qu'elle a toujours vécu dans la forêt, loin des autres, et il va falloir que elle aille au bout de sa quête pour peut-être sauver le monde magique ou le monde au global. Cette aventure, c'est un petit peu son aventure à elle, qui n'a pas du tout les armes pour faire face à cet environnement et qui est accompagnée par 2 personnes qui ont décidé de la rejoindre, qui ont tous les 2 aussi leurs propres intérêts là-dedans. Et ce petit groupe va essayer de s'en sortir, mais ils vont essayer d'agir surtout contre Léon, quoi. C'est une véritable fresque historique que tu dépeins finalement, avec des enjeux moraux, puisque là tu parles de quelqu'un qui était un libérateur et qui a des airs de tyran. Tout à fait. Voilà, on rappelle que les bonnes intentions, c'est pas suffisant pour faire de bonnes actions. Exactement. Quand on écoute en tout cas moi les premiers épisodes, ce qui ressort immédiatement, c'est aussi la bonne humeur et les blagues entre les personnes qui jouent. Comment est-ce que toi, tu arrives à trouver un équilibre entre ton fil rouge, ta narration, et puis le fait que vous êtes aussi une bande de copains qui passent un bon moment, même si la finalité, c'est d'offrir ce contenu après aux auditeurs et aux auditrices. Ouais. C'est vrai que c'est un peu délicat parfois. C'est-à-dire que moi, en tant que maître de jeu et ami des personnes qui jouent, je suis hyper heureux parce que les enregistrements sont très chaotiques. Parce qu'en fait, on rigole entre nous, on s'amuse, on se lâche, on va créer des choses et puis on va pas forcément se prendre au sérieux, quoi. Et on va s'amuser comme s'il n'y avait pas les micros. Bon, par contre, malheureusement, la personne qui, donc toujours moi, mais cette autre version de moi-même, qui derrière va récupérer le son et travailler le montage et essayer de développer le projet, c'est elle qui souffre un peu plus, on va dire. Parce que ouais, il y a un boulot de fou à couper des choses, à essayer de tout raccrocher pour garder vraiment ce qui va faire le narratif et essayer de créer une histoire, qu'elle soit construite, qu'elle soit logique. Et on sait que le jeu de rôle, c'est tout sauf logique. Tu peux pas, quoi. Et linéaire. Donc voilà, on va essayer de toujours trouver cet équilibre-là. Moi, je suis quand même hyper attentif. Ça me demande beaucoup de taf pendant les sessions. C'est hyper fatigant pour moi parce que d'être maître de jeu et aussi d'avoir un œil sur les niveaux sonores et de regarder les micros, que les gens parlent bien dedans, parce qu'en plus, on utilise des micros de podcast. C'est pas des kits un peu main libre qui sont toujours sur nous. Faut qu'on fasse attention. Voilà, les conditions d'enregistrement. Il y a quand même un aspect technique à gérer, puis l'aspect créatif. Et ça, c'est délicat. Mais le choix que je fais, moi, c'est quand même de mettre en avant l'ambiance à la table et de laisser les joueurs partir en vrille s'ils ont envie de partir en vrille. Et je me dis, je rattraperai plus tard au montage. Et si des fois c'est un peu chaotique, si des fois j'ai du mal à raccrocher les bouts pour qu'il y ait une continuité, qu'ils s'entendent bien, bah tant pis, parce que l'important c'est que ce soit une expérience d'abord vécue, quoi. C'est ça le jeu de rôle. Après, je pense que je suis quelqu'un qui essaye toujours d'être très attentif à la logique de la narration et je vais essayer toujours de recontextualiser. Ça me demande ça aussi un travail, de dire aux joueurs, attends, ok, on vient de passer 15 minutes à essayer de développer l'action que tu veux faire là, parce qu'on s'est posé des questions, on a discuté, machin, voilà, c'est vivant à la table. Maintenant, j'ai besoin que tu me le dises de manière directe pour le podcast, quoi. Donc, fais-moi une phrase. Ça, on essaye quand même de garder cet aspect-là à table. Donc, on peut pas complètement déconnecter le chaos et l'expérience vécue en jeu de rôle de ce qu'on enregistre. Ça demande quand même un taf constant, hein. Aussi pour les joueurs, hein. Je dis que c'est moi, mais c'est vraiment pas que moi, hein. Eux aussi, ils font beaucoup de taf là-dessus. Honnêtement, je trouve qu'on a un équilibre qui est pas trop mal, selon ce que moi je veux partager en tout cas. Bien que ce soit des amis avec qui tu aies déjà au moins fait des one-shots avant, est-ce que tous ensemble, vous avez, avant de vous embarquer dans le projet, fait l'équivalent d'une session zéro pour savoir où chacune avait envie de mettre les pieds ou pas du tout ? Moi, je suis un fervent défenseur de la session zéro, et je fais des sessions zéro même pour des one-shots, et je fais des sessions zéro même pour des aventures où je leur donne des personnages pré-tirés. Tout simplement parce que les attentes peuvent être différentes autour de la table, et l'expérience d'une après-midi passée avec d'autres gens, elle peut être bonne comme mauvaise, hein. Moi, j'ai appris de beaucoup d'erreurs de quand on a commencé, quand en plus, comme j'expliquais tout à l'heure, je suis parti sans aucune connaissance en tant que maître de jeu, hein.
Je suis arrivé les mains dans les poches. J'avais jamais lu un livret de règles de jeu de rôle quand j'ai commencé. Bon, maintenant j'en ai lu quelques-uns depuis, et je sais mieux gérer les choses. Ça, c'est fou, on y reviendra quand même, mais... Ça marche. Et du coup, ouais, je pense que après c'est aussi grâce aux expériences, mauvaises comme bonnes, que j'ai eues, et que je m'affranchis jamais de ça, parce que moi je veux créer un safe space et que tout le monde ait l'occasion d'entendre en avance ce qui va se passer quand ils vont venir jouer. Et que eux aussi, ils me partagent ce que eux ils veulent et ce que eux ils attendent. Après, si tout le monde a des envies différentes, on pourra pas y répondre forcément, mais juste au moins de le dire et de prévenir, de dire ok, peut-être que toi t'attends ça, mais c'est pas vraiment ce qu'on va faire parce que nous on va plutôt partir dans cette direction-là. C'est pour le bien commun. Mais au moins, si tu viens, tu sais pourquoi. La session 0, vraiment tout le monde, mais que vous soyez maître de jeu débutant ou pas, faites des sessions 0, quoi. C'est trop important, il faut dialoguer. Et 90% des problèmes que je lis sur les différentes plateformes que je regarde, quand il y a des problèmes à des tables de jeu, en fait, c'est juste des gens qui ont mal discuté en amont, je pense. Pour n'importe quel projet qui implique plus d'une personne, c'est vraiment s'assurer que on parle de la même chose, on a les mêmes envies, qu'on se respecte et que mutuellement on sait les zones qui vont mettre l'autre mal à l'aise ou inconfortable et que là, on n'y va pas à moins que la personne fasse part de manière explicite de son accord, quoi. Voilà, petite précision pour les personnes qui découvriraient le JDR. Exactement, ouais. Est-ce que tu as par exemple mis en place des petits outils, que ce soit un espèce de nom de code ou un petit objet qu'on peut venir saisir si jamais pendant la session il y avait un truc qui n'a pas été prévu et qui là va mettre une personne un petit peu en difficulté? Alors, je vais pas jusque-là dans mes sessions parce que maintenant je les fais surtout avec des gens que je connais bien, je connais leurs limites, ils en ont très peu. Blague à part, en fait, on a pas mal dialogué et surtout, je suis quelqu'un qui, pendant la session, va pas mal poser de questions, des fois en dehors du jeu, pour dire ça va. Même sur des trucs bêtes, genre il est telle heure, vous voulez rentrer, machin, je pense qu'il reste tant de temps. Vous êtes OK pour qu'on continue? Voilà, ça me dérange pas du tout de faire ce genre d'aparté en fait en pleine session. Ouais. Ouais, carrément. Alors là, c'est un exemple bête parce que les horaires, mais ça reste important. Mais pour tout et rien, les gens qui pourraient avoir des soucis pendant la session, on en a parlé en amont déjà. Donc en fait, je m'assure d'abord que les choses n'arrivent pas. Et puis surtout, je vois très bien s'il y a quelque chose qui coince pendant une session. Et là, je vais tout de suite mettre un stop. Beaucoup de gens peuvent être maîtres de jeu. Le seul truc qu'ils doivent tous avoir en commun, c'est d'être attentifs aux autres. C'est la seule chose. Selon moi, pour être un bon MJ, quelqu'un qui va savoir gérer une session jusqu'au bout et qui aura pas de problème, c'est juste ça. Tout le reste, la préparation, la créativité, l'imagination, le machin, c'est un peu secondaire. Vraiment, le seul truc pour moi, c'est être attentif aux autres. Écoute, tu me fais une transition parfaite pour revenir sur tes débuts de MJ. Donc, on rappelle, tu n'as jamais joué, tu as vu une vidéo, tu te renseignes sur le système de jeu Warhammer. Ouais. Tu dis, c'est un peu trop dense, je vais simplifier les fiches de perso. Tu appelles certains de tes amis et tu te lances. Est-ce que tu es déjà tombé sur une autre personne qui a ce parcours de MJ? Parce que moi, non. Très honnêtement, c'est la première fois que j'entends ça. Je trouve ça extra. Je crois pas. J'ai pas rencontré de gens qui ont le même parcours que moi. J'ai surtout rencontré des gens en fait qui se sont fait initier par d'autres gens et qui ont pris des systèmes en main en fait. Mais c'est vrai que moi, j'avais l'impression de pas avoir besoin d'un système. J'avais juste besoin de partager un truc avec mes potes. Et du coup, j'ai énormément appris en fait de faire de cette manière-là parce que j'avais aucun filet de sécurité, j'avais aucune connaissance, j'avais rien. Tout devait se faire à la bonne entente et à la logique et à la réflexion. Et en plus, on s'est lancé tout de suite dans une longue campagne et j'y ai intégré plein de gens, sans rentrer dans les détails des gens et de leur vie privée et tout, mais juste, il y avait leurs conjoints, conjointes qui sont venus à un moment, une session ou deux ou plus. Il y a des trucs qui se sont extrêmement bien passés et il y a des trucs qui se sont extrêmement mal passés, quoi. Après, on apprend plus de ce qui se passe mal, forcément. L'avantage, c'est que les gens avec qui je l'ai fait, on avait tous ce lien suffisamment fort pour que s'il y a un truc qui se passe mal pendant le jeu, et même si on peut être dégoûté ou être saoulé ou vraiment énervé contre les autres, à la fin, on en parle, on arrive à régler le problème parce qu'on s'entend tous bien, on est tous des amis et tout, mais à travers ces expériences-là, je pense que j'ai énormément appris. Ça m'a donné envie de me renseigner beaucoup plus et d'appréhender des systèmes de jeux de rôle connus, pas forcément de les utiliser. J'ai jamais masterisé autre chose que mon propre système de jeu. Mais déjà de les connaître, et puis surtout plein de contenu sur comment tu gères en tant que MJ.
il y a tellement de choses à savoir. Il y a tellement de choses à ajuster, en fait, que c'est fou, quoi. Bah, c'était ma prochaine question. En tant que MJ et en tant que créateur de systèmes de jeu, qu'est-ce qui a pu te nourrir, te donner des idées ou même des contre-exemples, te faire dire: «Ah bah, là, c'est intéressant, mais c'est pas là où je veux aller». Tu as regardé des vidéos YouTube? Mmh. Est-ce que même tu fais du théâtre en dehors? Est-ce qu'il y a comme ça des choses qui sont venues alimenter un petit peu ton rôle de MJ et de créateur? C'est une bonne question parce que, je suis pas quelqu'un qui est très démonstratif, moi, de base. Justement, j'avais fait du théâtre quand j'étais tout petit, mais plutôt quelqu'un de réservé, à l'origine. Le jeu de rôle m'a forcé à endosser un peu un rôle différent en tant que maître de jeu et j'y suis allé à fond et aujourd'hui, j'ai aucun mal à me lâcher complètement. Je pense que ce qui m'a nourri, ce qui m'a permis de m'améliorer et de changer ma manière peut-être, enfin, en tout cas, pas de la changer, mais de la faire évoluer, ma manière de masteriser, c'est d'abord, je me répète peut-être, mais c'est d'abord les expériences vécues autour de la table et les retours des gens en face de moi, en fait. Pour moi, c'était le premier truc, quoi. Si je suis allé aussi loin dans ce genre de projet, je pense que c'est parce qu'il y a des potes, justement, quand on commençait, qui m'ont dit: «Putain mec, j'aime trop comment tu racontes, c'est super, moi je visualise vraiment les choses et tout, c'est trop bien, on continue, quoi». Et ça m'a donné confiance en moi et ça m'a donné envie de m'améliorer et ça m'a donné envie de creuser, en fait, tous les aspects du fait d'être MJ. D'abord cette positivité-là, ce truc de me dire: «Bah, peut-être que je m'en sors pas trop mal, que j'ai le un truc qui fonctionne bien, en tout cas avec ces gens-là, en tout cas». Et après, ça a été de m'ouvrir à d'autres maîtres de jeu parce que, bah, par toi-même, tu peux aller aussi loin que tu peux aller par toi-même, mais récemment, j'ai eu des expériences avec d'autres maîtres de jeu d'ailleurs, qui m'ont vraiment enrichi. Je me suis dit: «Putain, ça me fait du bien de voir d'autres gens, d'autres manières de faire». Ça me permet de voir là où je trouve que j'ai des faiblesses, là où je peux m'améliorer et ça m'a permis de voir aussi là où j'ai des forces et je pense que c'est important ça, de se rendre compte de manière assez honnête, là où on est bon et là où on n'est pas bon parce que, on a tendance à beaucoup regarder ce qu'on n'arrive pas bien à faire. La plupart des conseils de MJ que tu trouves en ligne, c'est ça, hein. C'est, comment Mmh. gérer telle problématique. Si vous faites ça, vous faites une erreur. Tu vois? Mais c'est bien de voir aussi, si tu fais ça, mon gars, c'est que tu fais bien ton job. Et moi, il y avait quelques trucs que je trouvais que je faisais pas trop mal. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir envie d'aller plus loin, en fait. Je pense que mon expérience de MJ, elle s'est beaucoup ancrée dans de la positivité, en fait. C'est vraiment pas venu d'un truc où je me suis cogné la tête en mode je suis pas bon, il faut que je change, il faut que j'évolue. Alors, bien sûr, il y a eu des moments, tu sais, c'est un peu les montagnes russes, des fois, on se dit super expérience, je suis trop fort. Mmh. Et puis le lendemain, tu fais une erreur, tu te dis putain, je suis la dernière des merdes, quoi. Mais face aux difficultés, après, ça venait plus simplement, je pense et j'arrivais à avoir une bonne attitude face à: «OK, moi, je trouve que là-dedans, je suis moins bon, tiens, telle personne parle de tel truc, j'y avais pas pensé, c'est vrai que moi, il faudrait que je développe ça». Ouais, donc ça t'a aidé à la fois à sortir un peu de ta timidité, de ta réserve, d'être, en capacité d'accepter, les choses que tu fais bien. Donc, sortir un peu de la fausse modestie ou voilà, se dire: «Bah, là, c'est un point d'appui pour moi et cetera. Là, c'est plutôt une zone de fragilité». Mmh. Est-ce qu'il y a des compétences que tu as développées en tant que MJ qui te servent au quotidien ou qui te servent dans ton travail, dans ton métier officiel? Ouais, carrément. Ah non, mais à 200. En fait, tout simplement, prendre un rôle parce que tu joues plein de personnages non joueurs quand tu es MJ. C'est un peu des personnages joueurs, mais on simplifie en disant PNJ, hein. En fait, ça m'a aidé à moins être dans ma tête. Encore une fois, je suis quelqu'un qui, de base, est très réservé, il se remet beaucoup en question et justement qui va beaucoup voir mes propres faiblesses, mes propres défauts. Du coup, c'était une expérience complètement différente pour moi de me dire: «Ah, peut-être qu'en tant que maître de jeu, je suis pas mauvais et c'est cool, trop bien, ça me donne envie d'aller plus loin». Ça m'a tellement fait sortir de ma tête, sortir de mes questions, de voilà et assumer qui j'étais et être moi-même et puis l'impro aussi, mais peut-être que l'impro m'a aidé, ça je saurais pas dire parce que l'impro c'est hyper utile. À partir du moment où tu parles avec quelqu'un, l'impro t'aide à discuter avec la personne. Je pense que c'est plutôt l'aspect, confiance en soi, l'aspect, prendre la parole. Je vais pas dire le contrôle, mais prendre l'attention des gens. Prendre la place un peu? Ouais et que je peux m'imposer dans leur attention, prendre cette place-là et qu'ils vont m'écouter et que en plus, ils ont envie que je prenne cette place-là parce que je leur partage un truc et ils ont envie de continuer dans le truc que je leur partage. Je pense que ça aide beaucoup dans des contextes même pro, où genre, tu as un entretien d'embauche,
où tu parles avec ton supérieur parce que tu as ton entretien annuel et puis d'ailleurs, ça fait 3 ans que tu es dans la boîte et il faut demander une augmentation parce que si tu la demandes pas, ils te la donneront jamais. Voilà et surtout quand on est jeune en gros, mon boulot, ça fait 6 ans, hein, que je suis dans ma boîte. Là, j'ai 30 ans, donc quand j'ai commencé, voilà, à 24 ans, j'avais pas trop confiance en moi et j'étais jeune, pas jeune diplômé, mais j'étais jeune, dans le monde du travail, dans la vidéo, donc je voulais faire mes preuves, j'osais rien demander. Je baissais la tête au taf pour être dans mon taf et être à fond dedans et pas voilà. Aujourd'hui, je me sens bien plus à l'aise dans ce que je fais, bien plus à l'aise de dire les choses, d'être moi-même, de m'imposer, de et ça, c'est pas que parce que, ça fait 6 ans que j'y suis, c'est aussi parce que j'ai été maître de jeu et que, bah, maintenant j'ai moins peur d'y aller à fond quoi, en fait, quand je suis face à d'autres gens, tout simplement. Alors pour revenir, sur le jeu, de manière concrète, à quoi il ressemble ce système de jeu que tu as créé? Est-ce que vous tirez des dés 20, des dés 100, des dés 12? On tire pas mal de dés, ouais, principalement du D20 et du D100. En gros, les capacités des personnages sont dissociées entre, les caractéristiques et les compétences. Donc, caractéristiques, ça va être du D20 et compétences du D100. De par mes expériences et de ce que j'ai lu, je me suis inspiré de systèmes de jeu, de choses que je trouvais pertinentes. Donc on va retrouver globalement du Warhammer, du Donjons et Dragons, puis d'autres systèmes un peu plus, petits, un peu plus indépendants, de gens à droite à gauche, de petits créateurs, avec qui j'ai pu jouer, qui ont partagé leur façon de faire. En gros, j'ai voulu créer un truc qui soit assez complet quand même, qui donne envie à quelqu'un qui a un peu l'habitude du JDR, qui ait une certaine profondeur, que ce soit pas juste un lancer de dés très simplifié, même si ça m'intéressait, mais je voulais que ce soit un système de jeu qui soit quand même hyper abordable pour un débutant, parce que je le mets à dispo, hein, des gens qui nous écoutent, il y a un drive, ils peuvent aller le chercher, donc voilà, c'est hyper important pour moi. Tu me fais les questions avant les réponses, c'est Ah parfait. pardon. Non, non, c'est parfait. Non, mais c'est hyper important pour moi de partager, parce que justement cette expérience que j'ai eue, je veux l'apporter aux autres. Mais du coup, mon système, hein, voilà, je veux garder ce côté ancré dans le JDR un peu, des systèmes connus, avec, le plaisir quand même de lancer des dés quoi, Quand de faire un même. petit peu de calcul, mais pas trop. Mais en même temps qu'il soit suffisamment simple et léger pour que, il puisse être pris en main, même si tu connais pas le JDR. Et c'était un équilibre un peu difficile à trouver quand je l'ai créé, hein, il y a quand même pas mal de trucs, mais il met toujours, en tout cas ce qui est sûr, à l'honneur le roleplay et donc je voulais vraiment créer un système qui soit au service de ce que les joueurs proposent, en fait. Bah, c'est vrai qu'avant, qu'on se rejoigne pour, notre enregistrement, je suis allée voir les outils que tu mets à disposition sur le Drive, qu'on trouve très facilement Mmh. avec le Linktree, qui est accessible sur Instagram, par exemple, et je me demandais si tu avais des envies de publication de ben, toi qui fais parler un grimoire dans lequel il y a des histoires. Est-ce que tu aurais envie que ça devienne un livre, que d'autres puissent avoir l'objet entre les mains? Franchement, ça serait un rêve, hein, par souci de temps et d'énergie et de voilà, je peux pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer d'éditer d'une manière ou d'une autre l'aventure Léonia. Parce que pour moi, Léonia, une fois que ce sera, sorti en podcast complètement, je veux que ça soit trouvable en livret. Alors après, quelle que soit la forme, mais je veux que ce soit l'occasion, en fait, de partager cet univers, de donner toutes les ressources de l'univers, comme je l'ai fait pour toutes nos saisons précédentes, aux gens qui auraient envie de faire jouer des sessions dans cet univers. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de donner vraiment un contexte palpable à mon système de jeu. Du coup, d'avoir un espèce de livret, peut-être un peu, kit débutant, je sais pas, abordable, du jeu de rôle vu par je le dis comme ça, mais c'est pas forcément ça, mais vu par le Journal des Mondes, avec comment nous on fonctionne, avec beaucoup de pédagogie et voilà l'univers dans lequel, vous pouvez jouer vos sessions. J'écris d'autres one shot, hein, dans le même univers, dans Léonia, dans ce monde-là, à des périodes différentes et je veux que tout ça devienne accessible, hein. J'aimerais beaucoup faire un bouquin avec, mon illustrateur avec qui je bosse, j'aimerais trop pouvoir le refaire bosser là-dessus. Bon, ça demanderait, un peu de budget forcément, mais ce serait trop, trop cool, quoi. Justement, ton illustrateur, fait des illustrations qui sont vraiment très, très chouettes, à la fois de chacun des personnages et cetera. Ça s'est passé comment la rencontre, l'opportunité de créer quelque chose ensemble? C'est vrai que ça me fait rire parce que je dis mon illustrateur, ce n'est pas du tout mon illustrateur, hein. Voilà, il a illustré des trucs pour Léonia et je l'en remercie. Je suis trop, trop contente des échanges qu'on a eus. Il s'appelle Thibaut et c'est quelqu'un qui dessine sous le nom de Dogpress JDR sur Instagram. Et c'est grâce à lui qu'on est rentré en contact. Oui, tout à fait
et en fait, j'aimais trop son style depuis longtemps, quoi. Je le voyais passer, je me disais: «Putain, je vois bien un truc comme ça pour Léonia, un truc un peu BD». Moi, c'est comme ça que je le définis, peut-être que lui, il le définirait pas du tout comme ça, mais et en fait, tout simplement, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit: «Putain, j'adore ce que tu fais. Moi, je fais un petit podcast, voilà, évidemment que je vais te payer, ça, c'est normal. Par contre, c'est quoi ton budget? En fait, moi, j'aurais besoin de ça, 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 mais je vais adapter mes besoins en fonction de combien tu me fais payer, quoi». Et en fait, il a été hyper gentil, adorable. Il m'a fait des tarots, très, très abordables pour, pouvoir dessiner à la fois les personnages des joueurs et créer une affiche pour mon univers et un fond avec un décor pour l'illustrer et surtout, en fait, moi, ce que je retiens de ça, c'est de l'expérience que j'ai eue avec lui. On s'est pas mal appelé. Il a voulu, être au téléphone avec tous les joueurs un par un pour qu'ils puissent parler de leurs personnages, histoire de bien comprendre avant de commencer à les illustrer et tout. Et je me suis dit: «L'énergie qu'il y met, la volonté qu'il met là-dedans, pour le prix qu'il demande, c'est fou, quoi, vraiment, super expérience, super échanges». Et puis, c'est quelqu'un de très gentil et si je fais un livret de Léonia un jour, j'ai envie de le faire bosser dessus. Par exemple, cette année, on va retourner, à Octogone et j'espère le voir là-bas et enfin, voilà, c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer par ce biais-là. D'abord, pour définir notre projet ensemble, mais puis ensuite le lien s'est créé, quoi, et c'est très cool et je pense que ça, c'est aussi facilité par, le jeu de rôle qui est quand même un univers de passionnés et qui crée du contact assez facilement, je trouve, en fait. J'avais envie de rebondir sur, l'énergie dont l'illustrateur Thibaut a fait preuve pour le projet, en plus de sa gentillesse, parce que toi-même, tu mets beaucoup de temps et d'énergie dans ce projet. Il me semble t'avoir entendu dire tout à l'heure que tu étais tout seul au montage, à la réalisation, à l'habillage sonore. J'imagine que ça prend énormément de temps d'aller glaner Ouais. des sons pour habiller. Est-ce que c'est une activité qui te plaît dans sa globalité ou parfois tu es un petit peu fatigué? Oh là, c'est la question à pas poser ça. On n'est pas obligé d'y Tu ouvres répondre. la porte et je vais râler. Non, 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 je rigole, je rigole. En fait, quand le projet s'est lancé, on était 3. J'étais avec 2 amies monteuses vidéo qui, en fait, ont lâché, pas par manque d'intérêt, d'envie ou de voilà, hein, ça se passe toujours très bien avec elles, c'est toujours des gens que j'apprécie, hein. Mais en fait, qu'on lâchait parce que justement, ça prend un temps fou et donc on a fait 2 saisons où on était 3. Donc là, on se faisait partager le montage des épisodes, on en montait un chacun et moi, je pouvais gérer plus l'aspect JDR qui prend aussi beaucoup de temps, forcément, hein, on connaît et après le montage et les publications et la communication et le machin, c'était tout partagé. C'était quand même sympa et puis après la deuxième saison, il y a une des 2 personnes qui a arrêté parce qu'elle avait d'autres projets à faire. On a continué à 2 pour une saison et puis là, l'autre personne est partie aussi en me disant: «Beh, pareil, La vie, quoi. j'ai d'autres projets dans ma vie, voilà, j'adore, mais bon». Et puis c'est un truc, 100 bénévole, hein, on met tout à dispo des gens, on se fait pas d'argent dessus donc forcément, faut avoir l'envie, hein. Et du coup, là, je me suis dit: «OK, bah, je vais me faire quand même ma quatrième saison qui était prévue, je vais me la faire tout seul, je vais voir comment ça se passe et puis on verra pour la suite». J'ai fait la quatrième saison, j'étais très content du résultat et tout et puis j'ai mis le projet un petit peu en pause pendant 1 an parce que moi aussi j'ai une vie et voilà. Et puis en fait, bah, ça gratte quoi, le JDR et les projets personnels. Je pense que je suis quelqu'un qui a une fibre, créative, j'ai envie de créer des choses, toujours. Et de juste faire mon travail au quotidien, donc mes 40 heures par semaine que je passe au boulot, ne me remplissent pas, en fait, en tant que personne. J'ai besoin d'avoir un truc en plus, quel qu'il soit. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, fais un choix dans ta vie, là, c'est quoi ta prio?» Et j'avais envie de continuer le Journal des mondes, je voulais pas laisser ça comme ça. On s'était bien lancé, j'aime ce projet vraiment, j'aime le résultat. Ce qu'on partage, je trouve que c'est assez unique. En tout cas, je vais pas dire unique parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça, on n'est plus les seuls à faire ça, attention. Mais ça reste un truc assez rare, ce concept qu'on a, donc j'avais vraiment envie de continuer à le faire vivre et je me suis dit: «OK, bah, vas-y, fais-le, reprends». Par contre, je me suis dit: «Si tu le reprends, tu y vas à fond». Mmh. Et ça, c'était l'année dernière, donc avant qu'on attaque Léonia, donc je me suis dit: «Fais ce que tu as toujours eu envie de faire et puis ça prendra le temps que ça prendra de toute façon. Tu prends le temps que tu veux pour monter les épisodes, pour les sortir et tout». Donc j'ai fini d'écrire l'aventure que j'écrivais quand même depuis un moment, hein, enfin, parce que j'écrivais pas que l'aventure, j'écrivais aussi tout l'univers. Et puis on s'est lancé et en fait, là je suis depuis l'été dernier, hein, depuis été 2025, j'arrête pas. Vraiment, je bosse dessus quasiment tous les jours, hein. Vraiment, quand je disais que c'est un deuxième travail, c'est un deuxième travail.
pour de vrai. Ça ressemble à quoi quand tu travailles dessus? Est-ce que tu as, un carnet, tu à la main? Est-ce que tu as un gros fichier sur ton ordinateur? Est-ce que tu es plutôt visuel, tu te fais des schémas? Ça ressemble à quoi quand le narrateur du Journal des mondes crée son histoire? Alors au départ, c'est beaucoup de feuilles qui sont séparées. C'est: «Ah putain, attends, je vais noter un truc sur, tel clan, tel, background, telle époque, tel lieu, tel personnage». Ça se cumule, quoi. Et puis, de mon expérience, de mon métier de monteur vidéo, je suis quand même organisé. Parce qu'il faut savoir que le montage vidéo, c'est vraiment 50 d'organisation, hein, comme taf. Donc, je pense que ça m'aide pas mal à me retrouver beaucoup dans mes notes et à savoir comment gérer mes projets. Je suis quelqu'un d'un peu, voilà, un peu carré sur ce genre de truc. Du coup, au début, c'est beaucoup de pages, beaucoup de papier, hein, qui se grattent et après, c'est devenu du Google Doc et après que j'imprimais dans des classeurs et du coup, pendant les sessions, je passais d'une page à l'autre. J'avais 3 classeurs différents pour Léonia. Waouh! J'avais un classeur pour l'aventure qu'on est en train de jouer, donc vraiment le déroulé des sessions, un classeur pour vraiment tout ce qui est background, histoire, lore, univers, et un autre classeur pour vraiment tout ce qui va être ressources, système, les règles, les trucs bêtes, les PNJ, les fiches de PNJ. Parce qu'en fait, je fais tout, hein, les fiches des monstres, leurs stats, leurs machins pour les jets de dés, les machins comme ça, quoi. Donc c'était beaucoup d'allers-retours dans tout ça. Même si je suis organisé, je peux bosser de manière assez chaotique. Parce qu'en fait, un jour, je vais écrire dans un document parce que j'ai une idée sur un bout d'histoire, puis le lendemain, en fait, toutes les idées que j'ai, c'est du technique, du système, donc je vais beaucoup d'un document à l'autre. Et puis cette année, en fait, j'ai trouvé, parce que je fouillais quand même depuis un moment les solutions, entre guillemets, officielles pour les maîtres de jeu, et j'ai trouvé le logiciel, la suite Amsel. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Non, je connais pas du tout. C'est un logiciel français, en fait. C'est des Français qui ont lancé leur suite de logiciels exprès pour les maîtres de jeu et du coup, c'est vraiment développé et conçu pour ça. Grossièrement, ça te permet de créer des documents de manière avancée et de les lier dans ton univers. Il y a un autre logiciel qui est vraiment adapté pour gérer tes sessions de jeu que tu lis au logiciel de l'univers et donc en fait, toutes les pages se répondent et s'organisent assez facilement et du coup, en fait, j'ai pris tout ce que j'avais écrit à droite à gauche et j'ai tout mis dans ce logiciel-là et maintenant j'utilise plus que ça, quoi. Ouais, ça te permet d'avoir accès à une info très rapidement, qui elle-même est reliée à une autre, qui C'est ça, c'est ça, c'est ça et puis surtout, tout est bien regroupé au même endroit et donc je suis beaucoup plus serein et puis je passe d'un ordi à l'autre, je peux le faire transvaser. Pas besoin d'être en ligne, juste je m'envoie le fichier, je me le mets sur un drive et donc où que je sois, j'arrive avec mon petit ordi, portable et tac, je mets le logiciel et je suis prêt à faire maître de jeu, quoi. Donc pour le coup, maintenant, je me vois plus, ne pas l'utiliser, en fait, hein, tout simplement. et dans cet univers super riche, j'ai retenu qu'il restait une dernière elfe. Est-ce que c'est toi qui as imaginé ce personnage ou est-ce que c'est ta joueuse qui est venue avec cette idée? Pour moi, l'univers, la créa de l'univers, hein, c'est aussi l'occasion d'aborder des thématiques particulières. C'est là où un univers devient riche et intéressant, en tout cas pour moi, parce que peut-être que ça, c'est pas le genre de choses que les auditeurs peuvent capter, ou peut-être que si, c'est pas grave. Mais pour moi, c'est voilà, c'est l'occasion d'aborder des sujets et aussi d'y répondre de manière, je vais dire un grand mot, de manière artistique, Mmh. mais je sais pas si ça correspond vraiment, mais en tout cas de manière créative et dans l'imaginaire, quoi. Donc l'univers de Léonia, il aborde pas mal le sujet de la mortalité, par exemple, et puis d'autres choses, hein. Tu parlais tout à l'heure de Léon du Tyran, hein, voilà, il y a un peu de politique aussi. Il y a beaucoup de choses qui se rassemblent, c'est l'occasion pour moi d'aborder pas mal de sujets. Mais déjà, le sujet important, c'est que dans l'univers fantastique, il y a une réponse fantastique à la mort. Il y a des dieux qui emmènent les âmes à eux, l'âme elle va dans l'au-delà, quoi. Les fervents, d'une divinité, ils savent qu'ils vont être accueillis par leur divinité quand ils meurent, donc Mmh. c'est cool. Et en fait, d'avoir commencé à détruire les créatures magiques et les vestiges de la magie dans cet univers, bah, la magie se dérègle, mais du coup se dérèglent aussi ces lois fondamentales du monde. En fait, le grand méchant, plus puissant encore que Léon et tout ce qu'il a pu faire, c'est la vraie mort. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un espèce de néant qui commence à arriver et à dérégler ce truc magique et donc maintenant, bah, de plus en plus, les gens qui meurent, ils disparaissent pour de vrai, quoi. Déjà, je trouvais ça intéressant, en fait, d'aborder ce truc de mortalité et de l'amener vraiment comme l'ennemi complet du monde magique, en fait, hein. Tu crées ce parallèle entre notre monde à nous et c'est là où je trouve que ça devient un peu plus concernant aussi et que ça touche tout le monde, en fait. Quand tu parles de créatures magiques et de dieux et de choses comme ça, bah, ça va être difficile de créer de l'enjeu derrière, quoi. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien ancrer dans des choses réelles, voilà, donc
Ça, c'est la première partie de ma réponse qui me permet de répondre à la suite, c'est que j'avais donc déjà imaginé dans ce contexte-là la dernière elfe, parce que c'était ce truc-là qui me permet de justifier tout ce que j'ai imaginé. Les elfes dans cet univers sont les créatures les plus proches de la magie. Comme il n'y en a plus, comme tous des règles, c'est elle qui devient le réceptacle de tout ça. Vaste mission. Voilà. Mais surtout que, bon, elle a pas trop les, comme je disais, elle a pas trop les clés pour y répondre à cette mission. Mais bon, elle se démerde. Elle se démerde bien, d'ailleurs. Donc dans ma tête, en fait, ça avait toujours été l'aventure du ou de la dernière elfe. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que ce dernier elfe, ils avaient le choix. Soit ils pouvaient le jouer, soit je leur donnerais un bébé qu'ils allaient devoir escorter jusqu'au bout de l'aventure. Ok. Ce qui aurait pu être un concept rigolo, mais peut-être un peu compliqué par moment, quoi. Et finalement, quand on en a discuté dans notre grande session 0, il s'est avéré que ça intéressait Catherine, hein, et je trouvais ça trop bien pour elle en plus. Comme je la connais, et elle a imaginé ce personnage un peu jeune, un peu pré-ado, innocent, mais quand même avec ses propres valeurs, je trouve que ça correspond trop bien. Et honnêtement, aujourd'hui, de voir l'aventure qui évolue et comment ça évolue, je suis trop content qu'elle ait fait ça, parce que pour moi, ça rend tout ça encore plus fort que ce soit elle, ce personnage, la dernière elfe. Vraiment, je trouve que ça enrichit de ouf. Cher narrateur du Journal des Mondes, si je te tendais un chaudron et que je te disais « Allez, viens avec moi, on va cuisiner ensemble la recette de la session parfaite », qu'est-ce que tu mets comme ingrédient dedans ? Déjà, je mets un joueur qui connaît pas le jeu de rôle et qui découvre une activité de ouf. Pour avoir des petites étincelles, quoi. Ouais, ça, c'est une expérience que j'ai eue plusieurs fois, parce que comme je disais, j'ai quand même initié pas mal de monde. Et vraiment, les meilleures sessions pour moi, c'est celles où il y a des gens qui ressortent, ils en ont jamais fait, ils étaient curieux, ils avaient envie de découvrir. Et en fait, ils ressortent et ils se disent: «Waouh, c'était trop cool, j'ai envie d'en refaire». J'allais te demander dans quel contexte, du coup, tu avais initié des gens. Est-ce que tu proposes des one-shots dans des conventions ? Est-ce que tu interviens dans des événements publics ? Ça se passe comment ? Rien d'organisé à ce point-là. Non, non, moi, je propose aux gens autour de moi, en fait. Trop cool. Que ce soit famille, amis, collègues de travail, le père d'une amie, vraiment. Ah, génial. En fait, j'adore cette activité, j'ai envie de la partager. J'ai des histoires à faire vivre, j'ai quelques one-shots pré-tirés, donc si j'ai des gens qui sont curieux, je leur dis: «OK, on s'organise ça, t'invites qui tu veux». Super. Ça, c'est vraiment une bonne expérience, et donc c'est pour ça que je mets quelqu'un qu'on n'a jamais fait et qui passe un bon moment. Donc ça, c'était ton premier ingrédient. Ouais, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est hyper enrichissant en tant que maître de jeu de se dire: «J'ai réussi à faire vraiment, découvrir un truc à quelqu'un à qui ça a plu et qui a vraiment vécu le truc comme, une super activité», et puis en plus, ça rajoute de la simplicité. Ils savent pas à quoi s'attendre, ces gens-là. Mmh. Donc en fait, quand tu vas, sortir le twist ou taper sur la table d'un coup pour créer de la surprise, bah, ils sont à fond, quoi. Ils sont surpris et ils s'y attendent pas et ils ont envie de vivre le truc comme ils peuvent le vivre. Des fois, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui a pas les clés pour pouvoir, découvrir ça complètement, quoi. Mais du coup, dans ce chaudron, pour équilibrer par rapport à cette personne qui connaît pas le jeu de rôle, je mettrais quelqu'un qui connaît très bien le jeu de rôle. C'est cool d'avoir un allié aussi, et qui, lui, va aider les autres à rentrer dans le roleplay, à dire: «Attends, le D20, c'est celui-là». Tu vois? Quelqu'un qui va fluidifier un peu la Ouais. session et Ouais, c'est cool, en tant que maître de jeu d'avoir un espèce de bras droit, j'ai envie de dire, d'avoir un joueur en qui tu as confiance, avec qui tu sais ça se passe bien, qui est attentif aux autres aussi. ouais, tu partages un peu la charge de, que ça soit bien, que les gens repartent avec des paillettes, plein les yeux, des questions, Bah, bien des sûr. enjeux, ouais. En fait, être maître de jeu, il y a un espèce de contrat quand même. Tu accueilles les gens, ils te donnent leur temps, leur énergie, et à toi de l'utiliser à bon escient, quoi. Et tu dois les guider, tu dois les accompagner, tu dois, comme je disais tout à l'heure, tu dois être attentif à eux. Et donc adapter tout ce que tu as prévu toi par rapport à ce que tu ressens, de ce qui te renvoie sur le moment. Tu peux pas juste leur déblatérer 15 pages de lore s'ils en ont rien à foutre. Tu vas les emmerder, quoi. Enfin, c'est important de trouver ce truc où tu lis dans les réactions des gens et tu t'adaptes. Si tu peux t'appuyer sur quelqu'un qui va t'aider à les plonger dedans, c'est quand même cool, quoi. Donc à côté de l'allié, il y aurait une petite dose de flexibilité pour le MJ aussi? Ouais, carrément. Un MJ flexible. Moi, c'est vrai que les quelques fois où je suis joueur, j'ai toujours un peu de mal, même si ça peut être intéressant parfois, hein, mais j'ai toujours un peu de mal quand le MJ, je vois qu'il bloque sur une proposition. Moi, je veux bien que le dé, il bloque une proposition, ça, y a pas de problème, mais pas le MJ. Ça, j'aime pas trop. Ouais, c'est comme un cul-de-sac au niveau de l'histoire, alors que si le joueur propose ça, c'est que ça fait sens pour elle ou pour lui, quoi. Ouais, puis c'est autant son aventure que la tienne, quoi. Toi, t'as beau avoir prévu tout ce que tu veux, bah si lui, il a une autre manière de faire, c'est lui qui décide.
Et surtout, ton rôle en tant que MJ, c'est de réussir à adapter ce que toi t'as prévu pour que ça colle à ce que les joueurs proposent. Est-ce que tu veux mettre un dernier ingrédient ou la recette est bien comme ça? Ah, je pense qu'il y aurait beaucoup d'ingrédients à mettre. Parce que là, je pourrais t'en lister plein, je pourrais peut-être plus rapidement, mais moi, j'aime bien que le MJ soit un peu narratif quand même, qui t'embarque. Il faut qu'il y ait de la narration, il faut qu'il y ait de la description, il faut que tu sois un peu dans ton imaginaire, il faut que tout le monde soit dans son personnage, habité un petit peu, un minimum, hein, tu vois. Mmh. Mais que en même temps, tout en étant à fond dans le roleplay, dans l'ambiance, dans l'histoire, il y ait de la place pour la légèreté et pour la déconnade, mais que cette déconnade, elle puisse être intégrée dans le jeu. Que du coup, le jeu, il soit sérieux, mais qu'il se prenne pas au sérieux. Ça, c'est hyper important, je trouve. Mmh. Écoute, après, je pourrais rajouter plein de choses. Le dernier truc que je peux dire pour clore un peu par rapport à cette question, encore une fois, hein, de l'écoute, de la bienveillance, du partage, du dialogue. Voilà. Est-ce que tu aurais une œuvre, que ce soit un livre, une chanson, un jeu vidéo, un film, une série, à recommander? Quelque chose qui te ressemble, qui te parle? J'avoue que comme ça, c'est un peu difficile, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, ce que je disais tout à l'heure, en fait, de manière un peu lâche. Je vais réutiliser mon exemple, parce que j'ai rien d'autre qui me vient en tête là tout de suite et comme on parlait de fantasy, si vous connaissez pas The Dark Crystal, qui est un vieux film de dark fantasy, hein, d'ailleurs, hein, pour enfants, vraiment je le recommande et je recommande non seulement le film, mais la série aussi qui est sortie. Il y a eu une saison et je trouve que en termes de ton, ça touche quelque chose d'assez juste entre, accessible à tous, enchanteur, beau et puis à la fois, terrible, prenant, et puis, doux et amusant. Voilà. La question que je ne peux pas ne pas te poser, c'est quel est ton meilleur souvenir en session? Que ce soit le plus émouvant, le plus drôle, le plus épique, mais quelque chose qui t'a marqué, quoi. En tant que joueur ou en tant qu'MJ d'ailleurs, hein? Ouais, 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 bah, ça va surtout être en tant que MJ, hein, parce que je suis quand même MJ, 98 de mon temps. C'est rare que j'ai l'occasion d'être joueur, donc Ça serait un souhait d'ailleurs d'avoir plus d'occasions et de temps pour, être joueur en parallèle? ouais, carrément. Après là, j'ai un peu de la chance parce que grâce au podcast, je rencontre d'autres créateurs qui, eux, sont aussi MJ et qui, du coup, sont intéressés des fois de me faire une petite place. Donc ça me fait plaisir. Mais aussi, j'ai la chance énorme d'avoir des joueurs, enfin un en tout cas, ou 2 ou 3, mais je pense à un en particulier, c'est pour ça, qui ont envie de passer de l'autre côté et qui, en fait, je leur ai fait découvrir le JDR, je les ai initiés avec mon système, avec mes univers et aujourd'hui, ils ont envie de faire leurs univers à eux et ils utilisent un peu mon système, hein, ou alors ils le détournent et ils me mettent en tant que joueur et ça, c'est trop cool, quoi. En fait, c'est marrant parce que mon meilleur souvenir en tant que MJ, enfin de session, j'aurais pas un moment précis à donner parce que j'ai pas mal de moments qui me viennent en tête, mais je pense qu'ils ont tous les mêmes racines. C'est ça que je peux donner. C'est que c'est toujours un moment qui n'est absolument pas prévu, qui se crée parce que les joueurs y pensent et moi, j'ai une idée qui me vient sur le moment, qui correspond à ce qu'ils ont dit et du coup, nos 2 idées se rejoignent et créent quelque chose qui se joue au dé, qui réussit ou qui rate, mais de manière flamboyante et surtout qui est assez loufoque. C'est ça les meilleurs moments pour moi, c'est les moments hors script où la situation avance ou évolue et de manière qui va rejoindre de la déconnade et de la bêtise parfois, mais qui du coup crée un souvenir en fait à tout le monde parce que c'est le truc de putain, tu te rappelles quand on a réussi ça de telle manière et quand c'était pas prévu par les joueurs, pas prévu par le MJ et que ça se met en place et que c'est génial pour tout le monde, c'est là qu'on touche le truc qui moi dans le jeu de rôle me reste le plus en tête, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait jouer ou masteriser mais qui n'ose pas se lancer? Ouais, un seul. Tu peux me faire un menu de conseils si tu veux, il y a pas de souci. Va lire mes règles. Pour commencer? Non, je rigole. C'est vrai que pour le coup, j'aborde un petit peu quelques conseils dans mes règles, parce que les premières pages, c'est vraiment un regard pédagogique sur le jeu de rôle avant de se lancer dans mon système. Je pense que c'est pour ça que j'y pense, c'est que j'ai donné quelques conseils là-bas qui me paraissent importants, mais en vrai, le vrai conseil qui me paraît important, je pense que une fois que tu as fait ta session zéro et que tu as mis en place l'écoute, le partage et le dialogue, eh ben, c'est de pas trop t'attacher à ton cadre, à ton système, à tout ce que tu as prévu, en fait, et te laisser aller, même si ça fait pas sens, même si c'est pas compris dans les règles. Si tu as envie de dire: «OK, on va jeter un dé d'une manière complètement déconnectée du système de jeu, parce que j'ai envie que ce dé, il décide de telle manière ce que vous me proposez», faites-le parce que c'est ça qui est le mieux, quoi. En fait, il y a juste besoin du hasard et de l'imaginaire
Ouais, je pense que c'est vraiment ça le gros conseil pour moi, c'est de pas trop se stresser à vouloir faire de manière parfaite ta session parce qu'elle le sera jamais et du coup pas se stresser à vouloir, faire exactement ce que tu as prévu, de la manière dont tu as prévu et cetera. Je pense que ça, c'est le truc qui fait qu'on se complique beaucoup la vie et qu'on profite moins des sessions en tant que MJ. Est-ce que, en quelques mots, du coup, tu pourrais me dire pourquoi est-ce que le JDR, c'est la meilleure activité du monde? Parce que toutes les choses que vous aimez dans votre vie, elles viennent de l'imaginaire de quelqu'un à la base. Pourquoi pas les faire venir de votre tête à vous? Voilà. Et en plus, cet imaginaire, il est partagé avec des gens que vous aimez sur le moment. Voilà, il y a pas mieux, quoi. Bah, je te remercie infiniment d'avoir été présent pour ce temps d'échange autour du JDR. Bah, merci à toi, hein. Pour toutes les curieuses et les curieux, vous retrouvez le podcast et l'Actuel Play, le journal des mondes, sur toutes les plateformes de podcast. Je pense que vous êtes présent partout. On est présent partout et même sur YouTube. On peut vous suivre aussi sur Instagram et je crois que vous avez même un Ko-fi pour soutenir Tout à fait. toute cette énergie et ce temps donné pour cet univers et toutes ces belles heures de création, de jeux, de roleplay. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Encore merci à toi en tout cas. Encore merci à toi de m'avoir fait, cette petite place et de m'avoir fait parler des choses que j'aime. On peut venir te faire un coucou à Octogone en mai à Lyon. Tout à fait. Franchement, venez avec grand plaisir. En plus, je serai avec toute mon équipe de Léonia. On sera à l'espace Actuel Play avec des copains, des gens qu'on connaît déjà et c'est que des gens abordables et formidables donc vraiment venez et en plus on aura des petits goodies à vous filer donc Eh ben, j'espère en tout cas te rencontrer dans la vraie vie, toi et tes collègues là-bas, puisque je serai présente normalement aussi à Octogone. avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et surtout d'en parler autour de vous. C'est encore le moyen le plus efficace de faire connaître un podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur Instagram @lefeudesracines ou encore sur le site internet lefeudesracines.fr. J'y mets d'ailleurs de petits articles de blog pour chaque épisode. Et si vous êtes vous-même joueur, joueuse ou MJ et que vous souhaitez partager votre histoire, vous pouvez m'écrire à lefeudesracines@proton.me ou directement via le site internet. D'ici là, jouez parce que c'est vraiment tout ce qui compte et à bientôt pour le prochain épisode. Tu mettras un son de cassette pour que ça corresponde à Exactement.